Atatürk a une place à part pour nous. Il est le commandant qui a mené la guerre d'indépendance et il a guidé le pays jusqu'à la victoire. Mustafa Kemal représente pour nous un pont entre l'Orient et l'Occident. Atatürk est celui qui a permis de faire avancer le droit des femmes. Atatürk est devenu une sauce qui se mange avec tous les plats. C'est peut-être une façon très ambiguë de se référer aux acquis, aux valeurs de la République. En Turquie, que ce soit la démocratie, les libertés ou l'indépendance, tout cela est résumé sous un seul nom, le kémalisme. La démocratie et la laïcité sont deux valeurs très importantes pour ce pays. Mais aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas. Ces 90 ans d'histoire n'ont pas suffi à implanter ces valeurs. Il n'y a ni gouvernement laïque, ni de toute façon de démocratie en Turquie. Ce qui reste du kémalisme, c'est l'autoritarisme, la tradition autoritaire. Le kémalisme n'est plus, mais son produit est bien au pouvoir. Istanbul, manifestation de joie toute la nuit sur la place Taksim au cœur de la ville. La rue a fait reculer le Premier ministre. À Istanbul, à 2 pas de la place Taksim, 10 jours de manifestations qui tiennent plus d'un mai 68 à la turque que des révolutions arabes. Mais c'est ce qu'on a longtemps présenté comme le modèle turc, l'islamisme dans la modération qui est contesté. Oui, Istanbul et sa république libre de Taksim. Derrière nous, à quelques dizaines de mètres, la place Taksim, théâtre d'une rébellion sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes de M. Erdogan il y a 10 ans. Au printemps 2013, une partie de la population turque est dans la rue. Place Taksim, la manifestation contre le projet de destruction du parc Gezi prend très vite une ampleur inattendue. Des centaines de milliers de manifestants crient leur mécontentement. Ils critiquent la déviance autoritaire du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et l'usage de la force par le pouvoir en place. La révolte est sans précédent. La Turquie a 90 ans d'histoire. 90 ans d'une république laïque que beaucoup disent aujourd'hui en danger. Ils en appellent à son fondateur Mustafa Kemal Atatürk et à son héritage kémaliste. Ce que les gens ont brandi le plus lors des événements de Gezi, c'était un drapeau turc avec une photo d'Atatürk dessus. C'est vraiment ça qui a été le moteur de Gezi. Qu'est-ce que notre laïcité? Le gouvernement et le parti AKP nous empêchent de boire. Ils décident de la façon dont on doit s'habiller, comment on doit vivre. Le peuple est descendu dans la rue avec ses valeurs en tête, en faisant référence à Atatürk. Quel est l'héritage d'Atatürk que ces manifestants disent vouloir protéger? Que reste-t-il du père fondateur, près d'un siècle après la construction de la Turquie? Quels sont les acquis du kémalisme? Comment sont-ils dilués dans le pouvoir islamo-conservateur? Abdullah est horloger. Dans sa boutique, comme dans toutes celles des rues de Kasım Pacha à Istanbul, trône la photo de l'ancien enfant du quartier devenu président, Recep Tayyip Erdogan.
Pourtant, l'image du numéro 1 du parti islamo-conservateur n'a pas remplacé celle de Mustafa Kemal Atatürk. Depuis qu'il a ouvert son commerce, Abdullah a accroché un portrait de celui qui est considéré comme le père de tous les Turcs. Atatürk, c'est pas par hasard. Tu rigoles, si Atatürk n'avait pas existé, la Turquie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tout a commencé avec lui. Il représente tout pour nous. L'image du fondateur de la République est sacralisée. Elle est protégée par la loi et toute atteinte à la réputation ou à l'honneur d'Atatürk est sévèrement punie. En Turquie, vous ne trouverez pas une seule personne qui n'aime pas Atatürk. Pas une seule. Tout le monde avance dans la voie qu'il a tracée, à l'intérieur du cadre qu'il nous a défini. Que reste-t-il du kémalisme aujourd'hui? Beaucoup. Déjà, il suffit de se balader un peu en ville, de compter les portraits, les statues d'Atatürk, les monuments à la mémoire d'Atatürk pour voir qu'il est quand même très présent. Il y a même des jeunes qui se tatouent avec la signature d'Atatürk, etc. Donc c'est un phénomène qui surprend un peu quand on pense que Atatürk est mort en 1938. Bon. Un mythe qui a réussi à survivre pendant 80-90 ans, je n'en connais pas d'autres. On me dira que Napoléon, etc. Mais c'est pas la même chose, parce que là, vraiment, c'est quelque chose il est sur les timbres, il est partout, il est unique. L'ablation du symbole kémaliste, je pense que ce serait un vide qui serait ressenti par le gros de la population comme une sorte de déni d'une partie du passé. Mustafa Kemal, appelé Atatürk, c'est-à-dire littéralement le père des Turcs, est un général de l'armée ottomane au début du XXe siècle. À cette époque, l'Empire ottoman est alors l'homme malade de l'Europe. Des revendications indépendantistes et des ambitions internationales éclatent l'Empire en plusieurs morceaux. Mustafa Kemal a participé en 1915 à la bataille de Dardanelles. Il est parmi les rares généraux ottomans qui ne soient pas vaincus. Des fronts s'ouvrent aux quatre coins du territoire. Mustafa Kemal dirige la bataille pour la reconquête de l'ouest de l'Anatolie. Il est le leader d'une résistance contre l'occupation grecque à partir de 1919, une résistance qui se transforme graduellement en une guerre dite d'indépendance qui est victorieuse en 1922. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres, signé par les puissances européennes, redessine les cartes et réduit le territoire turc à la portion congrue. Mais Mustafa Kemal, refusant de voir l'Empire démantelé, prend la tête de la résistance turque contre les occupants. À la suite de victoires militaires, il crée l'État turc. Il est le fondateur et le premier président de la République qu'on appelle kémaliste, donc la République de Turquie, de 1923 à 1938. Il a fondé la Turquie sur un héritage qu'on peut vraiment définir comme de ruines, donc les ruines de l'Empire ottoman, mais aussi un héritage qu'on peut définir ou qualifier de nettoyage ethnique, car cette Turquie qui comptait en 1914 encore quelques 20% de chrétiens n'avait plus que 1% de chrétiens en 1924. Donc en 1923, la République turque est fondée. Il s'est beaucoup inspiré des modèles européens de l'époque, et ces modèles-là, vous savez, c'est un modèle fasciste en Italie, le modèle bolchevique en Union soviétique. Donc pour lui, effectivement, le parti unique était la seule façon de pouvoir diriger un pays, donc écartant la démocratie. Les révoltes des minorités, et notamment celles des Kurdes, sont réprimées dans le sang. À marche forcée, il transforme la société turque en profondeur. En quelques années, Atatürk a entrepris de grandes réformes. Il déménage la capitale d'Istanbul à Ankara, au centre de l'Anatolie. Il remplace l'alphabet ottoman d'origine arabe par l'alphabet latin et remanie la langue. Il rend l'école gratuite et obligatoire, mais surtout, il fait de la Turquie le premier pays à majorité musulmane, républicain
et laïque. C'est Atatürk le premier qui a parlé de laïcité. Auparavant, l'Empire ottoman était le siège du sultanat au pouvoir politique et du califat au pouvoir spirituel sur tout le monde musulman. En 1924, quand on a aboli le califat, a été fondée une direction générale des affaires religieuses, qui existe encore. La laïcité en tant que terme n'entrera dans la Constitution qu'en 1937. Les imams deviennent des employés de l'État turc. Et c'est cette direction des affaires religieuses qui écrit les prêches du vendredi des imams. Mustafa Kemal fait supprimer de la Constitution la phrase « L'islam est la religion officielle de l'État ». Et depuis, aucun parti ni gouvernement n'est revenu dessus. La laïcité turque est en fait un contrôle étroit de la religion officielle par l'État. C'est plutôt une nationalisation de la religion sunnite, création d'un corps de fonctionnaires, afin de créer une religion nationale contrôlée par l'État. Cette direction des affaires religieuses, qui est directement rattachée au Premier ministre, est devenue une des plus grandes administrations en termes de budget, d'emploi public, etc. Mustafa Kemal ne met pas en place de politique athéiste, comme en Union soviétique, mais il considère que l'islam doit être contenu dans la sphère privée, rompant profondément avec l'Empire ottoman. Atatürk veut diriger son pays vers l'Europe et l'Occident. Il impose le calendrier grégorien et le jour de congé hebdomadaire passe du vendredi au dimanche. Il interdit plusieurs courants de l'islam et supprime la congrégation musulmane des derviches tourneurs. Les réformes dites kémalistes sont des réformes qui ont un problème avec l'islam et la société traditionnelle turque. Les institutions d'éducation islamique, comme les écoles coraniques soufis, la musique savante turque et la musique traditionnelle, ont elles aussi été interdites. C'était « tu dois t'habiller ainsi ». Tu ne dois pas écouter cette musique, sinon tu vas en prison. Pas d'appel à la prière, pas de prière, sinon c'est la prison. Tu ne peux pas te promener avec ces vêtements. De manière souvent brutale, il impose à tous les Turcs des changements de mode de vie radicaux et occidentalise la société en quelques années. C'était devenu vraiment tellement grotesque. Les vêtements des Turcs avaient été remplacés par des costumes occidentaux. Mais bon, l'état de nos routes n'avait pas suivi. Alors, un jour, les voitures se sont embourbées. Tous les hauts dirigeants, à part Atatürk, sont descendus pour pousser les voitures. C'était un tableau très drôle. Ces hommes en smoking qui poussent des voitures et qui tombent dans la boue. Ils ont imaginé une transformation radicale de notre histoire, de la société traditionnelle et de l'islam. Celle-ci n'a pas été accomplie grâce à la logique ou la force de persuasion, mais par les armes et la prison. Ceux qui refusaient ces réformes en disant « je ne veux pas porter de chapeau » étaient pendus.
Imposée de manière violente et rapide par Mustafa Kemal Atatürk, comment la laïcité a-t-elle résisté à l'épreuve du temps et aux gouvernements successifs en Turquie? 90 ans après le début de la République, que reste-t-il de ce pilier du système kémaliste? En octobre 2013, l'un des tabous les plus tenaces de la politique turque a été brisé. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à Ankara, 4 députés du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, la formation islamique conservatrice au pouvoir, se sont présentés la tête couverte d'un voile. En fait, ces députés ne portaient pas de voile avant d'entrer au Parlement. Elles vivaient normalement. Elles ont utilisé le foulard pour cacher les faillites de l'AKP, en termes d'économie ou de diplomatie. Le gouvernement AKP a pour but de démanteler les réformes d'Atatürk et la République de Turquie. Il souhaite détruire l'État turc, laïque, démocratique et contemporain. Il projette de diviser le pays. Jusqu'alors, le voile islamique était interdit dans toutes les institutions publiques. Et il n'était pas question de briser cette règle, surtout pas au Parlement. Une députée avait essayé, en 1999, à ses dépens. C'était il y a 15 ans. Une dame qui s'appelait Merve Kavachi a été élue députée alors qu'elle portait le voile. Et elle a voulu rentrer dans l'Assemblée nationale avec son voile. Alors, à ce moment-là, Bülent Ecevit, le Premier ministre de l'époque et le chef du parti DSP, lui a tenu un discours vraiment ferme. Il lui a dit « L'Assemblée nationale n'est pas faite pour défier l'État ». Les députés d'un parti kémaliste s'en sont pris à elle. Ils allaient presque la frapper. Des insultes ont fusé. À partir de ce jour-là, elle n'a plus du tout eu accès au Parlement. Et pas seulement elle, mais aucune femme voilée n'avait pu y accéder. La députée avait été déchue de son mandat et de sa nationalité turque avant de s'exiler aux États-Unis. Depuis plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, le président Recep Tayyip Erdoğan et son parti, l'AKP, sont souvent accusés par les milieux laïcs de vouloir islamiser la Turquie en catimini. Mais une majeure partie de la société elle-même reste profondément conservatrice. Ce qui a changé, ce n'est pas au niveau du fonctionnement institutionnel de la laïcité, c'est au niveau de la pratique sociale. La laïcité a changé. La pratique sociale qui consistait auparavant à ne pas montrer sa religiosité d'une manière publique, débordante, et instrumentaliser son appartenance religieuse, ses pratiques sur l'espace public. Maintenant, les référents religieux sont devenus des référents dominants, courants dans le débat public, plus particulièrement dans la bouche du Premier ministre et la plupart des dirigeants de AKP. Alors, au bout de 90 ans de République, 80 ans en tout cas de laïcité, on peut se demander pourquoi on en parle encore. Je crois qu'il y a une explication assez simple, c'est que la laïcité, elle n'a jamais vraiment existé. Le problème de la laïcité kémaliste, c'est qu'elle faisait plutôt effet de décor de théâtre, et la laïcité se résumait en gros à bannir l'islam de l'espace public.
le Turc, depuis les années 20, se considère essentiellement comme turc et musulman. Et tout Turc qui n'est pas, tout citoyen turc qui n'est pas musulman n'est pas vraiment considéré comme un vrai Turc. Le problème est en quelque sorte que la laïcité turque étant un peu superficielle, elle n'a fait que masquer les identités musulmanes qui n'attendaient que l'occasion de se manifester pour véhiculer certains mouvements politiques. Si vous regardez les résultats électoraux des 30 dernières années, vous voyez très clairement que 66% de l'électorat vote pour un parti conservateur. Dès qu'on quitte 2 ou 3 lieux dans chaque ville, on a l'impression que la mixité disparaît, les femmes perdent leur visibilité. On a l'impression qu'effectivement, si vous ne portez pas le foulard, vous ne faites pas nécessairement vous promener dans pas mal de quartiers, que l'espace devient très très masculine. Le conservatisme social signifie le contrôle de l'espace de visibilité, le contrôle du corps, notamment des femmes et des enfants, par le regard, par le renforcement des structures autoritaires au sein de la famille. Lorsque, par exemple, Erdogan donne l'ordre à chaque femme turque d'avoir au moins 3 enfants, voire 5 enfants, cela ne passe absolument pas par une transformation de la loi. Mais c'est une injonction. C'est une injonction. Autrement dit, pour être une mère turque, il faut avoir au moins 3 ou 5 enfants. Nous sommes un des pays où le nombre de femmes dans la vie politique est un des plus faibles. Ça s'explique par la domination masculine, exactement de la même manière les raisons pour lesquelles la participation des femmes au travail est faible. C'est un des pays les plus faibles au monde. 27% des femmes en âge de travailler travaillent en Turquie. En Turquie, être femme, c'est s'habituer à vivre dans des conditions difficiles. En fait, aujourd'hui, on essaie de faire sortir la femme du monde du travail, de la remettre au foyer. Les nouvelles lois votées le démontrent clairement. Avec des propositions comme l'interdiction de l'avortement, on dirait que le gouvernement veut enfermer la femme au foyer pour qu'elle fasse des enfants. Car même si en apparence, dans les grandes villes, les femmes et les jeunes filles semblent vivre à l'occidental, de manière libérée, la société reste patriarcale et conservatrice. Jusqu'en 2002, la société était régie par l'ancien Code civil. Et à partir de cette date, avec la pression des mouvements féministes et la perspective d'une adhésion à l'Union européenne, nous avons fait évoluer le code pénal et le code civil pour finalement atteindre le même niveau que les codes européens. Selon le nouveau code civil, l'homme et la femme sont égaux au sein du mariage. Mais les gens n'arrivent pas à changer leur comportement et leur mentalité si facilement, peu importe d'ailleurs leur niveau d'éducation ou le métier qu'ils exercent. Les conservateurs ont rendu les cours de religion obligatoires à l'école. Et maintenant, après les 4 premières années d'enseignement, les parents retirent les filles de l'école pour les marier dès leur plus jeune âge. Ils ont fait pire que ça. Ils ont voulu créer des crèches dans les lycées, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les jeunes lycéennes pouvaient se marier. Il y a de plus en plus de femmes voilées, car leur lecture de la religion est typiquement masculine.
Alors qu'environ 2/3 des femmes se couvrent la tête par conviction religieuse ou par tradition, la question demeure un sujet de clivage au sein de la société turque. Je peux vous dire que bien que la Turquie soit en très grande majorité musulmane, nous avons encore aujourd'hui des jeunes filles qui portent des mini-jupes et des bikinis pour aller à la mer. La transformation de ce peuple n'est pas si facile que cela. Ce qui est évident, c'est qu'une femme sur 3 est victime de violences. Le nombre de viols est en augmentation. Et l'année dernière, plus de 800 femmes ont été tuées. Pourtant, au début de la République, Mustafa Kemal Atatürk s'inspire des codes et des législations européennes pour faire avancer la condition des femmes. Il leur donne le droit de vote bien avant plusieurs pays européens. En 1935, les femmes ont voté et il y eut aussi des députés femmes. Le pourcentage des députés femmes en 1935 et 1939 n'a toujours pas été dépassé. Atatürk a su faire avancer les droits des femmes. Par exemple, avant, les femmes ne mangeaient pas à la même table que les hommes pour les repas. C'est un exemple simple, mais grâce à Atatürk et sa réforme vestimentaire, les femmes ont pu sortir de chez elles. Elles ont commencé à avoir une parole publique. Tout simplement, lors des repas, quand on leur posait une question, elles pouvaient y répondre. En soi, c'était vraiment une révolution. La Turquie est un des rares pays à être à la fois une république laïque et dirigée par un gouvernement islamo-conservateur. Depuis plusieurs années, elle a été présentée comme un modèle de démocratie islamique pour de nombreux pays vivant leur printemps arabe. Pourtant, la République est à l'origine un État autoritaire contrôlé par l'armée. Une armée qui s'est longtemps considérée comme garante de l'héritage kémaliste. À tel point que les militaires ont été à l'initiative de plusieurs renversements de régime. En 1980, l'armée organise un violent coup d'État et prend le pouvoir. Les militaires se présentent comme rempart face à la montée en puissance des mouvements de gauche et des revendications kurdes séparatistes. Ils disent vouloir défendre les principes d'Atatürk. Au début des années 80, les militaires au pouvoir vont appuyer un projet de synthèse turco-islamique. C'est une synthèse à la fois nationaliste et conservateur, islamiste, musulman. Pour mieux contrôler la société, les militaires vont permettre le développement de l'islam, contrairement aux principes laïques du kémalisme. Parce que dans leur tête, si on islamise les valeurs, nous avons un immense appareil d'encadrement qui est la direction des affaires religieuses. Donc du coup, avec cette armée d'imams, nous pouvons encadrer la société et contrôler la société. Et c'est un projet qui a totalement débouché sur son contraire, ce qui fait que les militaires vont prendre conscience en 94-95 que leur propre enfant, maintenant, est devenu trop dangereux. Les militaires vont alors organiser ce qui a été appelé un coup d'État postmoderne. En 1997, l'armée ordonne au chef du gouvernement islamo-conservateur, Necmettin Erbakan, de respecter les principes de la laïcité kémaliste. L'armée va alors déstabiliser un gouvernement pourtant démocratiquement élu. Chancelant, l'exécutif finit par démissionner
et le parti islamiste est dissous. Mais l'objectif affiché par les militaires d'éloigner l'islam de la politique est un échec. En réalité, le coup d'État post-moderne du 28 février 1997 a accordé à l'islam politique un pouvoir encore plus radical. Car juste après, aux élections, l'islam politique a raflé 40% des voix. Le succès de l'islam politique de l'AKP depuis 10 ans prend sa source dans la frustration engendrée par les années kémalistes. Des années d'un pouvoir qui méprisait une partie de la population, pieuse et provinciale, d'Anatolie. Seules les élites laïques et occidentales devaient guider le pays. Des franges de la population qui ont été marginalisées pendant des années et qui se sentaient oppressées ont vu en Erdogan quelqu'un qui leur ressemblait. Des femmes voilées, dont l'accès à l'université et à l'enseignement était interdit, peuvent aujourd'hui travailler dans le service public et même entrer au Parlement. Ce sentiment que la période de répression et de frustration est révolue, et ça, grâce aux efforts de l'AKP et de Erdogan, séduit les électeurs de ce parti. Avant l'avènement de l'AKP, il y avait d'autres partis politiques plus libéraux au pouvoir qui voulaient alléger le joug kémaliste. Mais ils étaient beaucoup plus passifs. Ils étaient timides face aux interventions de l'armée, le pilier du kémalisme. Erdogan et le gouvernement AKP ont affiché une ligne plus dure et ils n'ont pas permis ces interventions antidémocratiques des militaires, ce qui a renforcé l'image qu'ils avaient auprès du peuple. Recep Tayyip Erdogan, à l'inverse de Mustafa Kemal, s'est lancé dans une lutte contre les élites occidentalisées et laïques qu'il accuse d'avoir trahi l'héritage ottoman. Il veut instaurer la charia. Il utilise des stratagèmes affreux. Il dirige un gouvernement populiste en utilisant des préceptes religieux. Et le seul modèle de leader que les gens ont gardé en mémoire, c'est Atatürk. Un laïc qui buvait, qui éduquait la population. Alors si nous voulons vaincre cet homme, nous devons utiliser le kémalisme comme rempart. Tayyip Erdogan, lui, a une admiration pour l'Empire ottoman. Il veut reconstruire Istanbul à l'image de ce qui existait à l'époque ottomane. Et puisqu'Atatürk a démoli tout ça, Erdogan se présente comme le serviteur de cet empire. Il dit qu'il sera son soldat et qu'on ne pourra pas le détruire à nouveau. Dans la capitale, Ankara, des millions de pèlerins défilent chaque année devant le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Le record de visiteurs a même été battu en novembre 2013, le jour anniversaire de la mort du père de la nation. Signe que le culte d'Atatürk et le pouvoir islamo-conservateur ne sont pas toujours en contradiction. Depuis 10 ans qu'il est au pouvoir, le parti musulman, l'AKP, tente la difficile synthèse d'un islam politique en réinterprétant l'héritage kémaliste. L'AKP
n'est pas en train d'essayer de détruire le mythe d'Atatürk, mais simplement de le modifier, ce qui permet de le lier plutôt à sa tradition ottomane, puisque après tout c'était un général ottoman avant de devenir le fondateur de la République, rappeler qu'il avait lui aussi des croyances religieuses, ou du moins prétendre qu'il en avait, c'est-à-dire remanier l'image du grand homme de manière à le rendre plus compatible avec cette synthèse turco-islamique, en faire un Turc toujours, mais un peu plus musulman qu'il ne l'était. Je pense qu'il est difficile d'imaginer que l'on puisse se débarrasser complètement du symbole qu'est Atatürk aujourd'hui. On a l'impression effectivement qu'il y a une lutte entre les deux pères fondateurs. Le père fondateur historique des années 1920 et 30 qui était ultra séculariste et le père fondateur, ou celui qui est le père fondateur des années 2010-2020, puisqu'il va rester au pouvoir jusqu'à 2024, qui est en revanche ultra conservatrice. Donc il y a effectivement une lutte entre ces deux images, même si Erdogan lui-même se réclame d'Atatürk. Donc, dans le discours d'Erdogan, vous avez à la fois une critique de la période de Mustafa Kemal, mais Erdogan se veut héritier de Mustafa Kemal, de ce Mustafa Kemal qui a mené la lutte pour l'indépendance. Erdogan dit très clairement qu'il accepte la République comme forme politique pour la Turquie, sans nier pour autant l'héritage de l'Empire ottoman. Majestueux bâtiment qui domine le quartier historique d'Istanbul, Sainte-Sophie, aussi appelée Hagia Sophia, a été successivement basilique, mosquée et enfin musée. C'est Atatürk qui a voulu en faire un lieu neutre, à l'écart des religions. Hagia Sophia, Sainte-Sophie fut construite au VIe siècle, à l'époque byzantine, par l'empereur Justinien. Elle a été présentée comme la plus grande et la plus importante église du monde chrétien pendant près de 1000 ans. En fait, elle est restée la plus grande basilique jusqu'au XVe siècle. Ensuite, en 1453, après la prise d'Istanbul par les troupes ottomanes, le sultan Mehmed II le Conquérant transforme l'église en une mosquée. Il a voulu en faire le symbole de cette conquête. Hagia Sophia ou Sainte-Sophie aujourd'hui, c'est un musée. C'est un musée depuis 1934. Et c'est un peu le symbole de la prise de position laïque et universaliste de la République kémaliste. C'est un désir de s'intégrer avec l'Europe, avec l'Occident, de montrer à l'Occident qu'on peut désacraliser une mosquée pour en faire un bien commun à l'humanité. Aujourd'hui, le président Recep Tayyip Erdogan rêve d'en faire à nouveau une mosquée. Depuis les années 50, on a cessé d'avoir des partis politiques à tendance islamique ou islamisante qui ont demandé la conversion de Sainte-Sophie en mosquée. Alors, bien sûr, au fond,
On y voit une sorte d'opposition entre chrétienté et islam, mais il y a aussi une revanche anti-kémaliste, puisque, en fait, ce que l'on va convertir en mosquée, ce n'est pas une église, mais un musée. Il y a aussi une dimension économique. Il s'agit du musée le plus visité de la Turquie. L'année dernière, il a reçu plus de 3,5 millions de visiteurs. Sainte-Sophie est un patrimoine touristique important pour Istanbul. La transformer de nouveau en mosquée portera un coup fatal au tourisme en Turquie. Au-delà de ce symbole que serait la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, Recep Tayyip Erdoğan est souvent accusé de vouloir ottomaniser l'État turc, c'est-à-dire de revenir à ce qu'il était avant la fondation de la République en 1923, un empire ottoman. L'ottomanisme d'Erdoğan, c'est beaucoup plus un ottomanisme qui essaye de faire revivifier le souvenir de la supériorité des musulmans face aux chrétiens. Pour n'importe quel Turc aujourd'hui, y compris parmi les laïcs, le souvenir des Européens chrétiens trembler devant l'arrivée des soldats de l'Empire ottoman est un souvenir qu'ils évoquent avec une immense nostalgie. Donc, ce souvenir de grandeur, Erdoğan l'a beaucoup utilisé. Et il l'a transformé comme un projet sociétal, en disant, nous allons retrouver la grandeur d'antan des Ottomans. Nous deviendrons le 10e économie du monde. Nous voulons devenir 10e économie du monde en 2023. Mais l'ottomanisme prêté à Recep Tayyip Erdoğan n'en a pas fait pour autant disparaître le kémalisme au sein de la population. Et c'est en partie parce qu'il existe encore entre le citoyen turc et Mustafa Kemal un lien d'amour et de dévotion créé dès l'enfance. À l'école, 2 fois par semaine, les élèves chantent l'hymne national devant le drapeau turc, le portrait d'Atatürk au-dessus de leur tête. L'histoire du kémalisme est encore enseignée comme un catéchisme. Dans la famille Inci, on est sculpteur de père en fils. Nejatin Inci est sculpteur officiel de Mustafa Kemal, comme son père avant lui et comme ses fils. La famille a déjà réalisé plus de 500 000 statues et bustes à l'effigie du héros national. À l'occasion des fêtes nationales, comme le jour de l'indépendance, la fête des enfants, la fête de la jeunesse, la fête de la victoire, ou bien aussi au moment des élections, tout le monde organise des cérémonies. Et donc notre activité augmente. Ce que vous voyez ici, ce sont les préparatifs pour des commandes de plusieurs écoles. Chaque année, l'Éducation nationale nous achète des statues pour une vingtaine de nouvelles écoles.
anniversaire de la mort de Mustafa Kemal, le 10 novembre, à 9h05 du matin, tout le monde s'arrête pendant 5 minutes. Et même ceux qui ne veulent pas sont obligés de s'arrêter ou de ne pas se montrer parce qu'il y a quand même une pression sociale. Le culte d'Atatürk est probablement le seul qui ait survécu si longtemps. En grande partie parce qu'il est mort assez tôt. Je crois que ça aide. Les hommes forts qui vieillissent en général assez mal. Je crois qu'il y a de cela aussi. Et il y a le fait que, en gros, c'est un symbole qui a été constamment manipulé, remanié, redéfini, mangé à toutes les sauces. Atatürk veut dire le père de tous les Turcs. Depuis le début de la République, tous les citoyens de Turquie ont un deuxième père. Doğan Şahin est psychiatre. Il s'interroge sur le besoin qu'a une nation d'avoir un tel leader. Nous avons commencé à appeler Atatürk papa, car quand il y a un homme qui se met en mouvement pour sauver le pays, ici on l'appelle papa. Notre culture a une certaine tendance à suivre l'autorité. En Turquie, le père garde toujours un œil sur ses enfants. Il leur explique ce qu'ils doivent faire. Les pères se mêlent tout le temps des affaires de leurs enfants. Chez nous, on appelle souvent les leaders politiques Baba. Ça veut dire papa. Et on leur dit « Sauve-nous, papa ». On les considère comme des pères. Un autre homme politique joue aujourd'hui de cette rhétorique. Le président Recep Tayyip Erdoğan veut lui aussi se faire passer pour le père de tous les Turcs. Recep Tayyip Erdoğan se comporte comme le père de la nation. Il décide à quelle heure les gens vont se coucher ou bien éteindre la lumière. Il leur dit de ne pas boire. Loin de s'opposer dans le cœur des partisans de l'AKP, le fondateur de la République et celui qui se voudrait aujourd'hui être le deuxième père occupent tous les deux une place presque divine. Pour nous, Atatürk est à part. Il est le commandant qui a mené la guerre de l'indépendance et a guidé le pays jusqu'à la victoire. Nous, le peuple turc, nous le suivons et nous lui devons reconnaissance. Mais aujourd'hui, aux yeux des gens, Tayyip Erdoğan occupe lui aussi une place à part. Il le voit comme le sultan Mehmet le Conquérant. C'est très différent. Atatürk est ici, Erdoğan est par là. Lorsque l'AKP est arrivé au pouvoir au début des années 2000, une partie des observateurs a vu dans cette élection une normalisation de la vie politique. Dans une société à majorité musulmane et conservatrice, le gouvernement ne pouvait plus nier une partie de la population pieuse et provinciale. Mais à partir de 2008-2009, il y a une rupture, c'est que Erdoğan est devenu de plus en plus autocrate. Ça, c'est aussi un phénomène un peu naturel. Dans un pays où des traditions autoritaires sont fortes, les structures politiques sont très centralisées à cause des militaires. Erdoğan ne négocie avec personne. Tayyip Erdoğan est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout garder dans ses propres mains, y compris dans son parti. Et nous avons eu une tendance à la poutinisation du régime. Des femmes voilées, main dans la main avec de jeunes stambouliotes en mini-jupe, de fervents kémalistes aux côtés de musulmans anticapitalistes épris de liberté, tous unis pour contester l'autoritarisme de leur président. Ensemble, ils ont rêvé d'une république unie malgré les différences, où chacun, quelle que soit sa façon de vivre et ses croyances, pourra s'exprimer comme il l'entend.
Les manifestations de l'été 2013 ont-elles fait naître une nouvelle génération politique? Le front de circonstances qui unissait les différentes parties de la République divisée ira-t-il au-delà de la contestation? Les Turcs sont optimistes. Ils cherchent une troisième voie qui s'affranchira du clivage qui oppose kémalistes et islamistes. Qu'ils soient barbus ou pas, qu'elles portent le voile ou non, les Turcs ont réagi face au comportement autoritaire du gouvernement sans distinction de religion. Cela n'avait rien d'extrême. Le fait qu'il y ait des musulmans pratiquants lors des événements de Gezi n'est pas si étonnant que ça. C'était un réveil pour la jeunesse. C'était aussi une très bonne occasion de montrer à ce pouvoir politique qui sont les jeunes qui suivent encore les pas d'Atatürk. Ça nous a donné un vrai courage. On s'est réveillé d'un sommeil qui était très profond. La contestation, elle prend des formes qui sont intéressantes. Quand on voit des gens qui se disent musulmans anticapitalistes manifester à Taksim, bras dessus, bras dessous avec les LGBT et les Kurdes. Là, on se dit qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui a une prise de conscience un peu plus claire et un peu plus politique des choses. Mais représente-t-elle vraiment une force politique de taille? Je ne sais pas. J'aime Recep Tayyip Erdogan, mais je pense que les gens trop longtemps au pouvoir se sentent trop à l'aise. Surtout quand il n'y a pas de front d'opposition. C'est pour ça que je souhaite une opposition forte. J'aimerais que l'énergie de la rue puisse se transposer au Parlement.